Bonjour, bienvenue dans notre émission MMA en direct. Au programme aujourd'hui, la retraite. Et une question, comment bien préparer sa retraite? Nous verrons ensemble les régimes obligatoires, leur évolution, les nombreuses réformes, et puis surtout comment se préparer à titre individuel, comment épargner pour sa retraite, c'est ce qu'on appelle l'épargne retraite. Avec moi, 3 experts. Geoffroy Brossier, vous êtes directeur commercial marketing Offre-Vie Covea MMA, bonjour. Bonjour. Philippe Crevel, vous êtes économiste, directeur du Cercle de l'épargne, bonjour. Bonjour. Et Olivier Poncin, vous êtes directeur offre, ingénierie et support vie Covea MMA, bonjour. Bonjour. Philippe, on va commencer par le haut, en entonnoir, comme on a l'habitude de le faire. Est-ce que vous pouvez nous présenter le dispositif français de retraite obligatoire, puisque voilà, c'est une constante depuis maintenant des décennies. On est obligatoirement couvert quand on a été actif au titre de la retraite. Depuis 1945, en France, on est couvert, qu'on soit salarié, indépendant, fonctionnaire, par donc, l'assurance vieillesse. Ouais. Ce système d'assurance vieillesse, il est complexe, parce que premièrement, il répond à des situations extrêmement diverses, en fonction de son statut professionnel, en fonction de sa carrière professionnelle. Et puis, il y a également le poids de l'histoire. Le premier régime de retraite en France ne date pas de 1945, il date de 1681, c'était sous Louis XIV, c'était le régime des marins. Et d'ailleurs, ce régime demeure toujours en fonction d'activité. C'est un régime spécial, il a passé les siècles. Mais pour l'ensemble, une très grande majorité de Français, l'assurance vieillesse, c'est un système à 2 étages. Le régime de base, qui assure, on va dire, un minimum de pension, mais plafonné en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale, 50%. Et un régime complémentaire. Pour les salariés, c'est l'AGIRC et l'ARCO. Le système cadre, le système non cadre. Et donc, ces 2 étages, base plus complémentaire, permet aux Français donc d'avoir un niveau de pension qui est relativement correct par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Certains disent que c'est le meilleur système du monde. Il ne faut pas exagérer. D'autres pays ont des systèmes qui assurent un meilleur niveau de revenu, mais on a un système correct. Et ce régime dit obligatoire finance les revenus des retraités à hauteur de 80%, voire plus de 80%. Le reste, c'est les revenus du patrimoine. C'est également quand on accumule emploi-retraite. Et puis, c'est l'épargne retraite dont nous allons parler dans les prochains instants. Alors vous dites qu'on bénéficie d'un bon système, d'un système très satisfaisant. Pour autant, on voit beaucoup d'assurés, notamment des jeunes, dire « moi, de toute façon, je ne m'occupe pas de ma retraite parce que je n'aurai pas de retraite. » quoi. Alors, est-ce qu'il est à bout de souffle ou alors est-ce qu'il est satisfaisant? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Ce sentiment des jeunes qui indiquent « en fait, les baby-boomers vont tout nous prendre, on n'aura rien », c'est exagéré. On est dans un système par répartition en France. Ce sont les cotisations que l'on verse quand on est en activité qui financent les pensions des régimes obligatoires. À ne pas confondre avec la capitalisation, dont on va encore reparler dans quelques instants, où là, les cotisations, les primes, sont placées sur des produits financiers, sur de l'immobilier, et c'est les revenus et les plus-values qui permettent de financer les fameux suppléments d'épargne retraite. Si on est dans le régime par répartition, pourquoi les jeunes considèrent que la situation est un peu complexe? C'est simple. C'est un problème avant tout démographique. Plus il y a de retraités, plus il faut verser des pensions. Si d'autre part, il y a à moins en moins d'actifs, mais si le nombre d'actifs n'augmente pas à due proportion, évidemment la charge supportée par les actifs augmente. Et à un moment donné, si on élève trop les cotisations, c'est l'emploi qui est pénalisé et c'est les revenus de ces personnes qui sont en activité. Donc il faut trouver le juste équilibre. Aujourd'hui, les cotisations pour les régimes obligatoires, c'est à peu près 28%. La France, déjà, met beaucoup d'argent pour ses retraites, c'est 14% de son PIB, c'est 340 milliards d'euros. Et donc les jeunes se disent, mais avec les baby-boomers qui arrivent à la retraite, comment on va faire? Car c'est vrai qu'en 1981, il y avait 5 millions de retraités. Aujourd'hui, il y en a 16 millions. Il y en aura 23 millions d'ici le milieu du siècle. Phénomène quantitatif qui est lié, on va dire, à l'arrivée à l'âge de la retraite des générations nombreuses nées entre 1948 et 1970. À cela s'ajoute un phénomène qualitatif, l'espérance de vie. En 1950, quand on prenait sa retraite, on avait un horizon de 15 ans.
Aujourd'hui, on a un horizon de 25 ans, et ce n'est pas, il faut quand même l'indiquer, la crise sanitaire qu'on connaît à l'heure actuelle qui va complètement modifier cette donne. Il y a une petite baisse conjoncturelle, il faut l'espérer, mais on reste au-delà de 25 ans d'espérance de vie à la retraite. Et donc, beaucoup de personnes à la retraite qui vivent longtemps, ça a un coût. Et donc, on est forcé de faire des arbitrages. Et c'est vrai que ça remet en question le système obligatoire tel qu'on le connaît depuis 1945. Les pensions ont tendance à baisser. Et est-ce que du coup, ça va continuer ? Tous les rapports, que ce soit celui du Conseil d'orientation des retraites du mois de juin de cette année, que ce soit un rapport de la Cour des comptes qui a été publié également au mois de juin, et dernièrement, le rapport de la Commission donc, sur les défis économiques à relever après la crise sanitaire, commission présidée par Jean Tirole et Olivier Blanchard. Tous ces rapports indiquent clairement que compte tenu des réformes qui ont déjà été engagées depuis 1993, pour éviter une explosion du système, le niveau de vie relatif des retraités, dans les prochaines décennies, va être amené à baisser. Globalement, on peut dire qu'aujourd'hui, les retraites, ça représente 50% du salaire moyen, on va tomber plutôt autour de 36%. Si je parle taux de remplacement, montant à la fin donc, de sa vie professionnelle de la pension par rapport au dernier salaire, on va perdre une dizaine de points dans les prochaines décennies. Et ça, c'est avant toute réforme qui pourrait être engagée ultérieurement. C'est simplement l'application des réformes depuis 1993, et en particulier la désindexation, qui a des effets extrêmement importants. Il y a également les 25 années qui sont prises en compte pour calculer la pension, les 25 meilleures années, en lieu et place des 10 meilleures. Et puis le fait qu'il y a des systèmes de décote qui ont été mis en place, qu'il faut une durée de cotisation plus longue, tout ceci contribue à éroder le niveau des pensions. Alors vous avez évoqué les réformes. Il y a une réforme qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a amené pas mal de gens dans la rue, comme souvent en matière de retraite, c'est la retraite universelle. La pandémie a un peu tout stoppé, on ne sait plus trop où on en est, est-ce que ça va revenir ? On en reparle ces derniers jours, qu'est-ce qu'il faut en penser, Philippe ? La réforme dite du système universel, c'était avec comme objectif de faire converger les 42 régimes de base issus, on va dire, du passé, de notre histoire sociale, également la centaine de régimes complémentaires vers un système par points, tel qu'on le connaît par ailleurs avec le régime Agirc-Arrco. Et d'autre part, il y avait l'idée d'un âge pivot à 64 ans qui a entraîné d'importantes manifestations. Le président de la République a décidé au début de la crise sanitaire de bloquer cette réforme, du fait qu'on était dans un contexte évidemment totalement changé, modifié. Depuis plusieurs semaines, il évoque l'idée de repartir sur cette réforme. Il y a un message un peu pour nos partenaires européens en disant, vous voyez, on va réformer notre système. La France, ce n'est pas que des dépenses, on sait faire également quelques économies. Mais au-delà de ces problèmes européens, on sait qu'il va falloir faire évoluer le système de retraite. Il sera dans les prochaines décennies en déficit à hauteur de 0,7 points du PIB, sous réserve d'ailleurs que la croissance reparte. Donc s'il n'y a pas de croissance, parce que ça c'est important, il faut dire que sans croissance, le régime par répartition, il est en extrême difficulté. Donc sans croissance, on est vraiment dans le rouge. S'il y a de la croissance, on est un peu en difficulté. Donc l'idée d'une réforme dans les prochaines années est à peu près incontournable. Savoir si ce sera avant ou après la présidentielle, là je suis beaucoup plus prudent. C'est vrai qu'en général, on ne fait pas des réformes importantes en matière de retraite avant une élection capitale. Il est possible qu'il y ait quelques petits ajustements, quelques petites améliorations pour les retraites. Cette idée de porter à 64 ans, comme cela a été signalé donc par le quotidien Les Échos, là je reste très prudent. Geoffroy Brossier, Philippe le disait, les pensions s'érodent, on va perdre 10-15 points dans les prochaines années. Est-ce que ça signifie que la seule solution, c'est d'épargner pour sa retraite, c'est l'épargne retraite ? Alors effectivement, par rapport à ce constat très clair de la situation que vivent et que vont vivre les Français, le besoin de se constituer un capital retraite est important. Mais finalement, avant de se constituer un capital retraite, les Français, d'abord, souhaitent se constituer un toit pour leur retraite. Et donc, pour le faire, ils vont acheter leur résidence principale, principalement par crédit immobilier. Et donc, pendant 15 ans, 20 ans, leur capacité financière va être réduite à due concurrence de ce remboursement.
une fois la résidence principale acquise, eh bien là, différentes solutions se proposent à eux. L'assurance vie, qui est un produit bien inscrit dans l'épargne des Français. Dans l'univers immobilier, le fait de se constituer des revenus locatifs, et donc il y a eu une succession de produits, le dernier en date qui est celui de la loi Pinel. Là, par contre, on est dans un univers de produits plus complexes à gérer, avec une liquidité, c'est-à-dire une capacité à vendre le bien immobilier qui est un peu plus compliquée. Et en dernier lieu, eh bien, évidemment, il y a ce nouveau produit, le PER, que nous allons développer. J'en profite néanmoins pour dire que dans cette période de confinement, de crise sanitaire, qui inquiète les Français, et c'est légitime, nombre d'entre eux ont placé leur épargne sur des comptes bancaires et des livrets. Eh bien, je leur dis que ce ne sont pas des solutions ou des produits d'épargne qui vont leur permettre de se constituer un capital retraite au départ à la retraite. C'est dit. C'est dit.